Allez, on va commencer. Merci beaucoup de votre présence à tous. Donc, je suis Sylvain Gilla, président de Spécialumni. Et depuis quelques années, on fait une veille sur la création d'entreprises par des alumni, des alumnae. Et on est arrivé. Alors, bien évidemment, quand vous créez une entreprise, vous ne dites pas à l'association d'alumni, au fait, j'ai créé une entreprise. Donc, c'est une veille vraiment constante d'être à l'écoute sur les réseaux qui parlent d'innovation. Et aujourd'hui, enfin, on a vu une accélération dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, il y a plus de, en moyenne, hein, chaque année, plus de 10 entreprises qui sont fondées par des alumni de l'ESPCI et qui sont fondées parfois pendant la thèse ou à l'issue de la thèse, mais aussi par des alumni et en particulier des alumnae d'ailleurs récemment, qui ont plusieurs années, voire dizaines d'années d'expérience professionnelle dans une grande boîte. Donc il y a des profils qui sont vraiment très intéressants et ce n'est pas le même type d'entreprise aussi. Et donc, on a fait ce constat que c'est une activité majeure du réseau et de nos membres. Et c'est pour ça qu'on a cette démarche justement d'appui à l'entrepreneuriat de la part de l'association. Alors, je voudrais remercier Jean-Yves Moïse, 104e, qui est notre responsable emploi-carrière au sein de Spécialumni, voilà, qui membre du bureau aussi. Merci Jean-Yves. Et puis autour de lui, il a une équipe, mais je te laisserai la présenter. Mais en tout cas, voilà, je voudrais quand même remercier les intervenants, Alice, Guillaume, Alexandre, Élodie, Olivier, Jean-Baptiste, Jean-Christophe, qui est là, voilà, qui cache. Salut aussi Alexandre, qui est membre du conseil. Voilà, membre du conseil de Space Uni. Merci beaucoup, Vincent, d'être parmi nous. Vincent Coquette, le directeur de l'école et qui est aussi un alumnus. Et puis, je vais tout de suite passer la parole à Jean-Yves, qui va nous expliquer la suite. Merci. Oui, alors je vais très. Et voilà, Adrien, qui est aussi. Et, et Stella, qui va parler. Peut-être Alexandre, peut-être. Donc, juste deux mots pour vous dire pourquoi l'idée nous en est venue. C'est qu'on savait depuis longtemps qu'il y avait des besoins d'appui aux jeunes ou moins jeunes lorsqu'ils créent leur entreprise. Et on a eu l'opportunité depuis 2 ans d'avoir des alumni qui rentraient au conseil et qui étaient eux-mêmes entrepreneurs ou ex-entrepreneurs. Et donc, on s'est dit que c'était l'occasion de bénéficier de leur expérience pour lancer une équipe d'appui à l'entrepreneuriat. Donc, tout à l'heure, ils se présenteront. Et donc, on a construit cette équipe il y a à peu près 6 mois. Et puis, on a réfléchi à la façon de lancer ça. Donc, ça a débouché sur cette journée. Donc, on va avoir un certain nombre d'intervenants, plus des entrepreneurs que nous connaissons et puis qui vont venir un peu témoigner et expliquer les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et en quoi on va monter une équipe d'appui justement pour aider à traiter ces problèmes-là au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc, on vous montrera tout à l'heure, on lance un WhatsApp qui sera animé par cette équipe, on va faire grossir. Et évidemment, il faut faire connaître au maximum à notre réseau d'entrepreneurs ou de porteurs de projets, parce que ça commence avant même d'être entrepreneur, l'intérêt de se connecter pour avoir cet appui. Et donc, Guillaume expliquera le principe un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, je le laisserai présenter l'équipe tout à l'heure qui va venir vous dire un petit peu la façon dont il vous propose de travailler. Et eh bien, je passe maintenant la parole à Olivier qui va venir nous parler du fond. Merci Jean-Yves. Alors bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous me connaissez. Moi, je suis Olivier Fremont. En fait, je m'occupe du fonds SPCI Paris et des relations industrielles à l'école. Alors, c'est une mission un petit peu commune, puisque cette vocation, en fait, elle a pour but de maintenir des relations à la fois avec le monde de l'entreprise et le monde académique. Pour ce qui est du fonds SPCI, juste 2 mots rapidement. Le fonds SPCI a été créé en 2011. Il a pour mission en fait de récolter des fonds qui sont au service en fait de l'école, alors des étudiants pour financer notamment des bourses de mobilité, que ce soit pour les troisième années ou
les quatrièmes années dans le cadre de cursus de double diplôme, et également de financer des projets de recherche et des activités de l'école. Ce fonds est spécifique, donc on va chercher de l'argent auprès des entreprises, des anciens élèves, bien entendu, vous êtes tous donateurs, j'en suis certain, des parents d'élèves également, et puis de particuliers qui ont envie de s'investir auprès d'une école qui a un caractère formidable et puis très innovant, qui est vraiment reconnu internationalement. Donc, ceci étant dit, le fonds ESPCI a une autre spécificité, c'est qu'il a un président qui s'appelle Jacques Léviner. Donc, je pense que vous le connaissez tous. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à faire des recherches sur lui. Une personnalité assez inspirante dans le cadre de l'innovation, puisque Jacques Léviner, c'est quand vous le googlez, vous tombez sur l'homme aux 1000 brevets, donc il est vraiment un spécialiste de l'entrepreneuriat. Il a monté un nombre infini de sociétés. Il est toujours actif. C'est notre président au fond SPCI. Et j'ai envie de dire, il représente bien en fait ce caractère innovant de l'école. Et j'ai envie de dire, cette capacité à transformer une idée scientifique en une réalité économique. Donc c'est vraiment ça, ce côté entrepreneurial que Jacques a su insuffler aux élèves lorsqu'il était professeur à l'école et directeur des études, et il continue à le faire au sein du fonds. Ma deuxième casquette donc, à l'école, c'est les relations industrielles. Donc ces relations industrielles, en fait, c'est de maintenir ce dialogue qui est essentiel entre le monde de l'entreprise et le monde académique. Et donc ma vocation, c'est d'aller voir les entreprises, leur expliquer tous les avantages, tous les succès, tous les intérêts qu'ils ont à collaborer avec l'école pour entreprendre des projets, et toujours avoir en tête cette idée quel impact ça peut avoir sur la société et quel impact également sur le monde économique. Donc avoir cette réalité, ce côté pragmatique en fait, que le monde économique impose lorsque vous, en tout cas aux futurs élèves qui vont s'investir dedans, puis à vous qui êtes des alumni, s'investir dans le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, d'avoir toujours en tête ce côté innovant et avec cette dimension de réalité économique qui est derrière. Voilà. Merci à vous. Alors, je ne sais pas à qui je passe la parole ensuite, à Elodie peut-être. Voilà. C'est la junior. Stella. Oh. Alexandre. Merci beaucoup. On vient faire une très brève intervention. On est là pour expliquer un petit peu aux alumni ou au public qui est ici, qui n'est pas très familier avec le concept de junior entreprise, ce qu'on fait exactement. Donc, entre autres, je pense que nous, à la junior entreprise, on peut faire quelque chose pour aider ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, les ex-PC1, qui aujourd'hui veulent monter leur projet. Donc, une junior entreprise, c'est quoi? Entre autres, c'est une association loi 1901 où on fait l'intermédiaire entre des étudiants qui ont des compétences qu'ils ont acquises à l'école et les personnes qui vont nous contacter, qui sont en l'occurrence du coup ici les alumni. Tout ça, c'est extrêmement bien cadré, c'est-à-dire que chaque année, on a une structure qui est auditée, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on a la chance d'avoir l'appui de tous les labos de recherche de PC qui sont là un petit peu pour nous épauler dans tout ce qu'on fait. Entre autres, qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui vient nous voir en nous disant bah, moi, j'ai envie de réaliser telle mission, est-ce que vous pouvez m'aider? Et nous, ensuite, on est là pour vérifier si c'est oui ou non dans le cadre de nos offres de prestations. Donc, on a 8 offres de prestations qu'on peut faire, nous, à la JE, c'est-à-dire 8 types d'études que nos étudiants peuvent réaliser pour vous. Donc, j'ai fait une petite liste. Je n'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit, parce que je peux vous avouer que je n'ai pas de cœur. Alors, on est capable de faire des études du vivant, la modélisation informatique, de la conception et du prototypage, de la synthèse et du développement de produits, de l'étude bibliographique, l'analyse de cycle de vie, de la caractérisation de produits ou encore de la traduction ou des veilles. Et tout ça, bien sûr, on peut le faire aussi en bénéficiant du crédit impôt recherche. Ça peut être assez avantageux, notamment pour les entrepreneurs, puisqu'ils sont exonérés d'impôts à hauteur de 30%. Donc, pour les clients sur le montant hors taxe. Donc ça peut être très intéressant. Et maintenant, je laisse la parole à Stella, qui peut vous expliquer un petit peu plus comment ça se passe une étude en tant que telle. Bonjour, moi c'est Stella, donc je suis responsable projet pour la junior entreprise.
Et donc, je vais vous expliquer concrètement ce qu'on fait pour quand on reçoit un projet. Donc, c'est assez complet. On a un pôle développement commercial aussi qui va essayer de vendre un peu notre junior entreprise. Ensuite, on a des clients qui nous contactent. Et donc, nous, on va essayer d'analyser leurs problématiques, proposer des solutions, établir un cahier des charges, un délai et un planning. Et ensuite, on va signer un contrat avec le client. Puis nous, de notre côté, on va aller recruter des intervenants au sein de l'école. On passe des entretiens à chaque étudiant qui serait intéressé pour réaliser l'étude et qui serait rémunéré plus tard à la fin de l'étude. Et une fois l'étude signée et terminée, donc l'intervenant sera récompensé pour son étude via le bulletin de paiement. Et ensuite, donc, pour donner quelques exemples, par exemple, Jean-Yves, tout à l'heure, évoquait des porteurs de projets. Donc là, en ce moment, on a un porteur de projet qui vient nous contacter parce qu'il avait un projet qui est plutôt orienté chimie, alors que lui, il avait eu un cursus en mécanique. Donc là, il vient nous demander des conseils et essayer de l'aider pour son projet. Ensuite, on a aussi travaillé avec plusieurs startups. On est toujours en cours de travailler, par exemple, avec Yama Carbon, une startup de PC, et on a plusieurs autres projets en cours de discussion avec des startups de PC, et on travaille aussi avec de grands groupes comme Bouygues, Veolia et L'Oréal. Merci. Je pense que c'est au tour d'Élodie Tramont. Bonsoir à tous. Eh ben, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup aux alumni et à Jean-Yves particulièrement pour l'invitation. Donc moi, je vais vous présenter rapidement PCUP. Donc PCUP, qu'est-ce que c'est? PCUP, c'est l'incubateur de l'ESPCI. Donc c'est un service de l'ESPCI, incubateur pour les startups qui sont en phase de création. Et depuis quelques mois, nous avons également lancé un accélérateur donc, qui est au sein même du site Vauclin pour les startups en phase de scale-up. Donc, PCUP, en quelques chiffres, ça fait plus de 10 ans que maintenant nous accompagnons des startups à forte valeur technologique. Donc, notre objectif, c'est vraiment de faciliter l'émergence des startups deep tech et de pouvoir les accompagner au cours de leur parcours sur les différentes phases en fait, de leur évolution. Donc, c'est plus de 40 startups maintenant qu'on a accompagnées. Il y a eu plus de 2000 emplois créés. Et pour vous donner encore un chiffre, plus de 830 millions de fonds qui ont été levés par nos startups quand elles étaient au sein de PCUP. Alors, qu'est-ce qu'on propose à PCUP? Déjà, on propose un formidable écosystème que vous connaissez tous, le SPCI. On propose un accompagnement personnalisé, donc par des chargés d'affaires qui sont confirmés, mais aussi par des experts qui viennent faire des rendez-vous, des permanences, des one-to-one sur des problématiques particulières comme les RH, comme la propriété intellectuelle. Ça peut être aussi sur les business plans. Voilà, c'est pour aider vraiment toutes les startups en fonction de leurs problématiques. On organise des ateliers collectifs et puis également aussi pas mal d'échanges au sein de la communauté. Vous aurez d'ailleurs ce soir, pendant la table ronde, deux startups, alors soit qui ont été accompagnés par nous, soit qui sont actuellement à PCUP, Alexandre et Adrien. Je vous laisserai parler tout à l'heure si vous le souhaitez. On propose également des locaux techniques vraiment adaptés au développement technologique des startups. Donc ici même au sein de l'IPGG, au deuxième étage, il y a l'incubateur. Et donc, comme je vous le disais, depuis quelques mois, l'accélérateur où là, on accompagne des startups qui sont en phase de scale-up. On leur propose des locaux techniques vraiment adaptés avec Sorbonne, Payas, enfin, tout ce que vous connaissez bien au cœur de cet écosystème. Des locaux de 150 à 200 mètres carrés qui sont vraiment sur le site Vauclin. Et cet accélérateur est amené à s'étendre. On propose également un accès privilégié aux plateformes, donc typiquement la plateforme technologique de l'IPGG. On a ouvert aussi récemment, enfin ça fait maintenant 2 ans, l'atelier mécanique de l'ESPCI aux startups incubées à PCUP. Donc avec un ingénieur mécanicien qui va vraiment aider les startups à tout ce qui est conception, fabrication et même conseil dans tout ce qui est cahier des charges. Voilà, pour vraiment aider les startups technologiques dans leur phase de prototypage et pour avancer sur leur POC et pouvoir continuer à la développer. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, je serai là tout à l'heure si vous avez des questions. Et puis, je suis sûre que ce nouveau pôle apportera de nouveaux regards croisés pour encore renforcer l'accompagnement. Ah oui, on organise aussi des rencontres avec la junior entreprise. D'ailleurs, pas mal de nos startups sont en discussion, je crois, avec vous.
bravo à vous aussi. Voilà, merci. Merci. Et nous allons passer maintenant hop, à la table ronde. Et j'appelle Guillaume, Alexandre, Alice et l'autre Alexandre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, l'idée de cette table ronde, c'est discuter un peu entrepreneuriat. Je vais m'occuper de poser les questions, mais moi, je vous connais un peu tous. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Plus on sera interactif, plus ce sera intéressant pour vous, plus on sera proche des interactions que vous avez, plus ce sera pertinent et plus on pourra aller creuser certains sujets. Mais avant de se lancer dans les questions du public, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Si ça vous va, juste une petite introduction. Qui vous êtes et que fait votre entreprise? Ben, je m'appelle Alice, donc je suis 118P, physicienne à base, et j'ai travaillé 12 ans chez Schlumberger avant, il y a 6 ans, de cofonder Géosophie, qui est une entreprise qui développe des outils logiciels d'industrialisation de la géoénergie. On va chercher de l'énergie dans le sol et on fait les services qui vont avec, mais notre cœur de métier, c'est développer des outils logiciels spécifiques. Du coup, moi, c'est Alexandre, je suis le CEO d'Auria Biosciences. Auria, c'est une startup qui est en biotechnologie. Donc, moi, à la base, donc, j'ai fait une thèse à l'école normale au laboratoire de physique. Et donc, faire interface bio et physique, on a découvert une méthode pour ouvrir des cellules à haute fréquence en microfluidique et récupérer tous les compartiments qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant pour les industriels pharmaceutiques parce que ces compartiments, donc ces organites, ils sont entiers. Et le fait de les avoir entiers, ça les rend compatibles avec les machines de screening industrielles. Donc nous, notre client, c'est directement soit des big pharma, soit des sous-traitants pharma, et on leur vend en fait des bioréactifs qui ce sont des organites qu'ils mettent sur leur plateforme. Et moi, je m'appelle Adrien, donc moi, je suis 122 en chimie, et ça arrive. Et après PC, j'ai fait un master à HEC, et j'ai fait du conseil en stratégie, et après, j'ai travaillé dans le secteur de l'éducation, en des groupes de PME, où j'ai fait du développement d'entreprise. Donc, je n'ai pas un parcours scientifique très rectiligne. Mais voilà, après 12 ans, avoir fait de la finance, de l'organisation, du management de filiales, j'ai eu envie de revenir vers une thématique plus scientifique, tout en utilisant les savoir-faire que j'avais peut-être acquis dans mes PME passées. Et donc, je travaille avec Philippe Hengue, qui est au 6e étage ici, et on développe des dispositifs pour permettre à l'industrie pharmaceutique de tester des médicaments sur des cellules disponibles en toute petite quantité ou qui se développent très mal. Et nous, on propose des dispositifs à la fois plus robustes et moins coûteux. Donc, un peu comme Alexandre, pour essayer de trouver des médicaments plus efficaces et mieux. Pourquoi on vous a demandé aussi de venir, c'est qu'on voit que vous avez des parcours avant l'entrepreneuriat différents, avec soit une carrière technique dans une thèse ou dans une grande entreprise, soit une carrière plus côté business. Voilà, la question, c'est un peu qu'est-ce qui vous a fait changer un peu de vision sur la voie qui commençait à se tracer pour vous? Et qu'est-ce qui vous a fait dire, j'ai envie de faire autre chose et en tout cas, j'ai envie de monter ma boîte? Est-ce que c'était la problématique? Est-ce que c'était une envie, quoi qu'il arrive? Donc, comment ça s'est passé? Allez. Alors moi, à l'ESPCI, j'adorais les études, mais j'ai touché mes limites scientifiques assez vite. Donc j'aimais bien la manip, mais j'ai senti que ça allait être compliqué pour la suite. Et moi, j'avais envie, je trouve que créer une entreprise, on est très libre. J'aime le contenu du job qui est très diversifié. Et surtout, on mesure l'impact de ses décisions et de ce qu'on fait très vite, en bien ou en mal. Et moi, c'est ce qui m'attirait d'en travailler dans des petites structures et dans le développement d'entreprises. Et au début de ma carrière, quelle que soit la thématique. Et maintenant, pouvoir rajouter un peu un impact sociétal et se dire qu'on
On travaille sur des sujets techniques compliqués et échanger avec des scientifiques, c'est quelque chose qui me manquait. Donc ça, c'est voilà le retour à la science de mon côté. Je pense que de mon côté, c'est un peu différent. J'étais pas du tout parti pour monter une boîte. Quand je faisais ma thèse, j'avais plus l'idée de partir soit sur un postdoc ou d'aller bosser en industrie. Ce qui s'est passé, c'est plus pas vraiment une opportunité, mais dès qu'on a vu cette techno, donc avec Rachid, qui est aussi PC1 et qui était mon ancien directeur de thèse, en fait, on s'est rendu compte de l'impact de ce qu'on était en train de faire au départ d'un point de vue académique. On s'est dit, ça c'est génial, ça va répondre à plein de besoins. Et en fait, derrière, on a lancé une étude de marché. Moi, je suis allé toquer un peu à la porte de plein d'industriels. Et en discutant avec eux, on se rend compte petit à petit que, en fait, tiens, ce qu'on a là, ça apporte des solutions sur plein de choses. Et à ce moment-là, je n'avais pas forcément les clés parce que je n'avais pas d'expérience, je n'étais pas un serial entrepreneur, ce qu'on entend souvent sur le marché dans les events. Et je trouve que j'ai eu l'envie de lancer ça et je pense que derrière, c'est important, en tout cas, pour moi, c'était hyper important d'être mentoré et d'être à l'écoute, de s'entourer de personnes qui ont déjà fait ça. En tout cas, quand on est jeune comme moi au départ, je dirais que c'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes et des gens qui peuvent conseiller. Et dans mon cas, en fait, la première des motivations, c'était déjà de sortir du pétrole, puisque je ne me sentais pas continuer tout le temps dans le pétrole. Et la deuxième, parce que j'aurais pu rester aussi au sein de Schlumberger qui a fini par développer une image de New Energy, enfin une partie, un service de New Energy. C'est aussi, je me suis dit, bah, j'ai 40 ans, c'est le moment, sinon je le ferai jamais. Et donc je me suis dit ça, je me suis dit, je me lance, parce que si je me lance pas maintenant, après j'aurai plus l'énergie et j'aurai plus envie. Et tout en me disant, bah, si ça marche pas, je retrouverai un boulot dans le pétrole, hein, c'est pas... Et donc voilà. Et du coup, ça, c'est un peu la jeunesse de l'idée et du pourquoi. Mais après, qu'est-ce qui fait se dire, en fait, je peux le faire. C'est pas seulement juste c'est une bonne idée, mais moi, en tant que personne, je peux porter une entreprise ou en tout cas y contribuer en tant que fondateur. Alors, bah, pourquoi pas déjà? Première question. C'est vrai que moi, quand j'ai démarré chez Schlumberger, j'ai démarré dans les opérations en Allemagne. J'étais la seule femme sur les chantiers. Bon, je ne m'étais pas dit, est-ce que je peux le faire? Voilà. Donc, je ne me suis pas vraiment posé cette question à nouveau. Non, mais pour aller quand même dans ton sens, pour pouvoir le faire, bah, il se trouve que c'est là que j'ai rencontré Laurent, qui est en 116. J'ai suivi une formation à HEC complémentaire qui s'appelle Challenge Plus et qui, on va peut-être tous suivi, voilà. Mais qui m'a permis aussi d'avoir les clés et de me dire, bah oui, en fait, ça veut dire ça, être entrepreneur, et j'ai les bases et maintenant, je peux le faire. Moi, je pense que pareil, le Deep Tech Founders que tu animes et HEC Challenge Plus, c'est ça qui m'a donné les clés. Je pense qu'il y a toujours cette appréhension du départ, de se dire, est-ce que je fais le saut? En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et j'avais la sensation aussi de me dire, tiens, après l'école d'ingé, après la thèse, c'est pas forcément le chemin le plus naturel, même si ça le devient de plus en plus. Et le fait d'avoir les clés, d'avoir justement des écosystèmes, des choses qui sont en création, ça donne les clés. Après, bon, il faut quand même enfin, faire démarrer le camion, quoi. Mais là, c'est beaucoup plus dur. Mais je trouve que déjà se dire, OK, je suis capable de le faire, ça prend un petit moment. Pour moi, c'était pas instinctif. Je pense que tout ça s'est déclenché en fin de thèse. Donc, en fait, en même temps, il fallait que je rédige ma thèse. On me déposait des brevets et en même temps, je suivais ces cursus-là. Donc, c'était pas simple. Mais finalement, plus ça avançait, plus je me disais, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de faire. Et plus je sentais aussi la sauce monter chez les clients. Et après, en fait, en s'entourant d'une équipe, c'est surtout ça qui Enfin, je pense que la clé, c'est aussi s'entourer d'une bonne équipe pour se lancer, quoi. Si j'ai un conseil, c'est surtout ça, s'entourer. D'accord, Adrien? Oui, oui. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que dans mes jobs avant, j'étais très autonome et je dirigeais des filiales. Donc, je gérais des enfin, 25 personnes. Et j'avais 2 comptes à rendre à moi-même et à mon boss. Enfin, donc, c'était presque entrepreneurial. Après, ce qui m'a rassuré dans l'idée de monter une boîte, c'est effectivement
si je compare à 2008, quand j'étais à l'ESPCI, où il y avait déjà des premières startups dans quelques labos, là, à l'époque, c'était vraiment compliqué. Il n'y avait pas la BPI, il n'y avait pas toutes les aides, il n'y avait pas les prématurations, maturations. Là, fallait du courage et vraiment il en fallait, quoi. Et aujourd'hui, on se dit, avec tout l'écosystème qui existe, il y a aussi des exemples de gens où on se dit quand même, lui, il n'est pas si génial, il a réussi. Quand même. Non, mais je dénoncerai pas. On veut des Non, noms, hein. mais et aujourd'hui, avec la BPI, l'accompagnement de PSL, tout l'écosystème qui conseille, qui guide, c'est pas beaucoup plus simple, mais disons que c'est un peu dérisqué quand même. En tout cas, on voit mieux le chemin. On peut déjà se demander, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Alors, vous parlez d'un premier pas, de passer le cap. Physiquement, concrètement, c'est quoi cette étape-là? C'est quoi je passe le cap? Comment ça se traduit en termes de... Enfin, qu'est-ce qui fait que ça y est, vous avez créé votre boîte? Bah, t'appelles Guillaume déjà et tu lui dis, je cherche un projet. Numéro 1. Après, il y a d'autres, trouver un projet, alors quand tu es à l'ESPC étudiant, je pense que c'est assez, tu es dans un bon environnement. Tu peux aller vers Elodie aussi, peut-être. Et puis, là, on est CEO, entre guillemets, mais il y a plein de moyens de rentrer dans une aventure entrepreneuriale. Tu peux rentrer dans le premier salarié. Pour moi, il est presque aussi important que les fondateurs. Tu peux rentrer comme si tu es CTO, tu es fondateur à part entière et ton job, il va être super important, surtout sur une boîte deep tech où quand même toute ton aventure entrepreneuriale va dépendre de ta capacité à délivrer ce que tu promets. Le CTO, il a une responsabilité qui est immense, hein. Euh, c'est Chief Technique, c'est la personne qui est en charge de la roadmap technologique. C'est un peu un directeur technique, ouais. C'est le chef de labo, mais à l'échelle d'une startup, quoi. Et, donc, voilà, des gens qui ont des idées de boîte et qui ont besoin de s'entourer, comme disait Alexandre, il y en a plein. Et c'est hyper dur de trouver des gens motivés. Donc, il faut commencer par l'écosystème. Et puis après, il y a la BPI a des systèmes pour trouver des cofondateurs. Il y a des incubateurs, des accélérateurs. Tu peux te rapprocher de gens. Mais le premier, tu vas voir Guillaume. Alors, je ne sais pas si ta question, c'était par rapport aussi à l'état d'esprit. C'est-à-dire à quel moment ça se déclenche en toi, ou si ta question, c'était aller chercher des projets. Ok. J'ai mon projet, Ok. j'ai mon idée, je sais pas où trop où je vais, mais voilà, j'ai une idée. Ouais. C'est quoi l'étape qui fait que ça y est, je suis dans la pente et c'est bon, je suis lancé, quoi. Faut pas que tu. Ouais, je suis Franck Boistel, 140e promotion actuellement en 4e année. Ok. Bah, déjà, je pense qu'il faut pas que tu t'auto-censures. Il faut que tu ailles discuter avec les gens, justement. Enfin, le premier conseil, c'est ça. Et de ne pas hésiter aussi à networker comme là. Et tous les gens qui sont là, je pense qu'ils peuvent t'apporter aussi des contacts, que ce soit dans les labos académiques, dans les industries. Et tu vas rencontrer des gens qui vont te dire, mais en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est peut-être génial. Donc ça, je pense, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est participer à je pense, ce genre d'événements. Et aussi ce que Guillaume aussi fait, pareil, ce que disait Adrien, Deep Tech Founders, HEC Challenge Plus, c'est un état d'esprit qui change. Moi, je trouve que ça m'a apporté beaucoup de choses, mais tu changes vraiment le mindset. Tu penses plus du tout de la même manière et tu transformes tout ce que tu vois. Ça passe de questionnement à opportunité. Enfin, moi, je l'ai plus perçu comme ça, quoi. Ouais, je pense que pour ton idée, juste pour te faire un partage d'expérience, quand je suis rentrée à HEC Challenge Plus, j'avais une idée, une équipe, j'en suis sortie, je n'ai fait ni l'idée de départ, ni avec l'équipe de départ. Donc en fait, le principe, c'est aussi ce que tu as tendance à oublier, c'est le client. Et malheureusement, c'est lui qui va faire en sorte que ta boîte existe ou pas. Et ce que tu apprends dans ce type de formation, ça n'existait pas, hein, Deep Tech Founder, tu ne peux pas m'en vouloir. Mais donc, dans ce type de formation business,
c'est justement le plus important en fait. C'est pas la technique parce que la technique, c'est pas ça qui fait que ça fera une entreprise. Donc, première chose, c'est effectivement se former et aller voir des clients. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'avais pas de produit, j'avais rien. Je suis allée voir des clients. Donc, j'ai choisi ma cible quand même de départ. Enfin, voilà, pour des raisons, ça t'apprendra. Des gens. Et ensuite, à partir de ma cible, on a construit l'offre. Avant juste de passer à la question suivante, pour creuser un tout petit peu, est-ce que vous vous souvenez du premier moment où vous vous êtes dit, où vous vous êtes présenté, où vous vous êtes dit, je suis CEO de ma boîte? Ah si, ça y est, je me souviens, c'était à la banque. Quand on a ouvert le compte de la société. Moi, c'était plus quelque chose d'écrit, mais c'était au concours IPHD. Enfin, ça, c'est une autre chose aussi. Bah, c'est autre chose pour quand tu es en thèse ou en postdoc. T'as le concours IPHD qui est génial pour le coup, et qui te donne pas mal de clés aussi après pour réussir. Donc, c'était là, lors du dossier IPHD. Je pense que c'est genre un pitch où tu as des investisseurs et et tu es obligé de montrer un organigramme parce qu'au début, quand tu es trois, de toute façon, tes chiffres ne pas grand-chose, quoi. Bonjour, je m'appelle Justin et je suis en 4e année à l'ESPC aussi. Et je me demandais si vous aviez une expérience en levée de fonds et si vous aviez cette expérience-là, de donner quelques conseils face à des BA ou des DVC. Merci. Alors moi, j'avais fait, il y a 10 ans, j'avais participé à la levée de fonds dans ma boîte précédente, mais je n'avais pas fait la levée en elle-même. C'est-à-dire, j'avais préparé les dossiers, préparé le business plan, tous les docs qu'il faut avoir prêts. Donc, en tant que tel, non, et je pense que c'est un peu un rite initiatique, hein. Tu peux pas, il y a un moment, il faut l'avoir fait. Quand tu l'as fait, tu l'as fait. Puis quand tu l'as pas fait, tu l'as pas fait, quoi. Il faut bien se préparer. Il faut pas y aller. Il faut demander conseil et il faut vraiment y aller très préparé. Et il faut avoir une bonne proposition de valeur et une idée. Et en tout cas, projeter une idée très claire de où tu vas aller. Après, ça change, mais il faut être très assertif dans la manière dont tu présentes tes plans. Pour nous, la levée de fonds, c'est en ce moment. Là, on discute avec plein de VC, justement, DBA. On est dans un process assez avancé. Je ne peux pas trop en dire, mais ça se passe plutôt bien. C'est quelque chose que tu apprends petit à petit. Et un bon conseil, ça serait déjà des fois, tu sais que tu as des fonds que tu veux absolument pas. Tu commences par eux. Comme ça, tu peux te faire la main sur les questions, des fois, qui sont un peu gênantes. Après, nous, depuis le début, avant cette levée de fonds, je pense qu'il y a une question à bien se poser. C'est déjà, est-ce que tu as vraiment besoin de lever des fonds en equity, c'est-à-dire en dilutif, donc de donner des parts de capital? Est-ce qu'avant, tu ne peux pas aller chercher plein de subventions qui vont te permettre de maturer ta technologie, maturer ton produit, connaître mieux tes clients? Essayer d'aller chercher des collabs aussi avec ces clients qui peuvent te financer. Nous, c'est ce qu'on a fait. En gros, là, on est sûr de ce qu'on a, que notre produit, ça intéresse, puis on a des gens qui payent pour ce qu'on fait. Et une fois que tu as ça, nous, maintenant, on est prêt à déclencher l'horloge parce que du coup, quand tu lèves des fonds, après, faut savoir que tu as un temps donné. Eux, ils attendent ce retour sur investissement et tu rends l'argent, enfin, tu es censé rendre l'argent d'ici 5 à 8 ans avec Et une belle plus-value. j'ai une question. Est-ce que tu as un MVP ou pas? Ouais. Ok, ouais. Ouais. En fait, on vend notre produit à des pharma déjà. Et enfin, pour une startup deep tech, ça a vachement accéléré, je pense, le processus de levée de fonds parce qu'on a des enjeux à la fois de structuration côté R&D, production et business dev. Et pour moi, ça change beaucoup de choses et ça fait qu'on est une startup assez unique sur le marché. Minimum viable product. Du coup, c'est un produit qui n'est pas prêt, pas parfait, mais c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de le tester et d'avoir le maximum de retours clients pour l'améliorer. Alors moi, j'ai fait 2 levées de fonds. La première, c'était auprès de Business Angel. Et la deuxième, c'était auprès de fonds. Une levée précise et une levée signe. La
première, c'était en 2020. Moi, ce que je dirais, c'est que tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Parce que la première, je l'ai faite en 2020, elle était quasiment bouclée. Et juste après, il y a eu le confinement et ils m'ont tous appelé, les business angels, pour me dire, bah non, dommage. Donc, je me suis mise à pitcher, 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 pitcher. Et finalement, on a levé plus d'argent auprès de plus de BA et ça s'est bien fini. Donc, voilà, enfin, c'était suite à un truc qui capotait. Et la deuxième levée, pareil, j'ai eu des histoires pas possibles. Avec j'ai trouvé assez vite mon meneur, donc le fonds qui allait prendre le lead. Et donc, oui, tout ce qui était dit avant était vrai, hein. Donc, il faut avoir vendu, il faut montrer de l'attraction commerciale. Donc, le client, le client, le client, le client qui clignote, hein. La techno, ils vont regarder. Mais enfin, s'il n'y a pas le client qui clignote, ils s'en fichent complètement. Et c'est normal, ils veulent faire une entreprise, pas de la recherche. Donc, ensuite, la deuxième levée, donc j'avais mon lever. Et puis, en fait, j'ai eu un deuxième fonds qui, pendant des mois, nous a dit, ah, c'est bon, on vient. Et en fait, juste au moment de signer, ils ont dit, en fait, on n'est pas du tout d'accord avec le premier fonds. Mais ça faisait 9 mois qu'on discutait du petit alinéa en bas, machin. Et ils se sont parlé, mais on se dit, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Bah si. Donc, il nous a lâchés. Et là, franchement, je me suis dit, c'est pas possible, je ne trouverai jamais aucun autre fonds. J'étais à une phase très, très basse du moral. Bon, alors pour le coup, on était accéléré par Google à l'époque et Google nous mettait à disposition des coachs. Et en fait, c'était un coach à l'anglo-saxonne. Ouais. Il me dit, mais t'es dans quelle attitude quand tu vas voir un fonds? Je dis, je sais pas, j'ai pas trop le moral. Il me dit, bon, bah, laisse tomber. Donc, prochain fonds que tu vas voir, tu dis, je suis la meilleure de la Terre, tu vois, un truc vraiment, bon, c'est pas mon style. Et en fait, je me suis mise dans un autre état d'esprit et j'ai fait 3 rendez-vous, ils voulaient tous investir. Donc, il y a aussi, c'est aussi vraiment, ça ne tient. En fait, tu peux avoir la même équipe, le même produit, les mêmes personnes, enfin, tout pareil, tout le même développement commercial. Et c'est comment tu te sens toi. Donc, c'est là qu'on voit que c'est pas rationnel. Et, et du coup, entre Business Angel et VC, Ah, tu... alors pourquoi j'avais pris des business angels? Tout le monde m'a dit non, surtout pas, ils vont t'embêter, hein. Je regrette vraiment pas. Alors, il faut les choisir. C'est-à-dire, moi, j'avais pris, en l'occurrence, Badge, je les adore. Enfin, je peux les recommander. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, celui qui a mon comité stratégique depuis le début, encore maintenant, quand j'ai des comités stratégiques un peu tendus, je l'appelle avant. Enfin, voilà. Moi, ce que j'ai trouvé avec les business angels, c'est des appuis. Et puis, il y avait Coalescence à l'époque, qui était le fond d'anciens PC qui n'existe plus, mais ils ont rejoint Badge. Mais pareil, avec des gens bienveillants qui avaient du temps pour m'aider. Et voilà. Et en fait, donc il y a plein de gens, enfin, on entend de tout. On dit, oh, les business angels, ils vont prendre trop de temps, ils vont te servir à rien. Moi, je savais que j'avais besoin d'aide et que j'irais chercher de l'aide. Et que ce que j'ai trouvé avec des business angels, ce que je trouve pas avec des fonds qui attendent beaucoup plus de maturité, ne serait-ce que sur les sujets financiers, enfin, tu vois, les trucs comme ça où j'étais pas très mature. Enfin, Laurent m'aidait, mais j'étais quand même à la rue en compta. Et donc, voilà, il y a chacun a son avantage. Effectivement, les VC sont moins dans l'affectif, mais ça reste des humains, c'est ce que je disais. Ça reste des gens émotionnels, ça reste des gens. Voilà. Merci. Une remarque en fait. Donc d'une part, j'ai aussi participé à la création d'une entreprise et je me suis rendu compte à cette occasion que bon, naturellement par la recherche, par ce qu'on fait à l'école d'ailleurs, on est beaucoup plus sur la technique que sur ce que vous présentez ici. Vous êtes tous les trois CEO et à mon avis, je ne crois pas du tout que l'école forme vraiment des CEO. Voilà. Au départ, elle formerait plutôt des CTO. Enfin bon, on peut discuter bien sûr. Et il y a de la diversité APC, mais je crois que justement c'est important de faire la distinction entre les deux. Pardon, excusez-moi. Parce que je me suis rendu compte justement que j'ai eu la chance de tomber sur un CEO extrêmement performant pour trouver des fonds. Et je me suis rendu compte effectivement de l'importance du travail en question et que j'étais, moi en tout cas personnellement, pas du tout formé pour ça. Donc je pense que vous démontrez d'abord qu'on peut l'être, mais je pense qu'il faut aussi expliquer qu'il faut un petit peu de temps pour y arriver. C'est pas complètement On naturel. s'est formés, on s'est tous formés. Enfin, C'est ça, voilà. à HEC, tous, finalement. Voilà, que ça prend.
le processus d'apprendre. Même, parce que je trouve que même ce job, en fait, ce job, il évolue tout le temps. Je trouve que quand on est CEO au départ, avant la création de la startup, au moment de la création, 1 an après, 2 ans après, en fait, je dirais pas que c'est un job, c'est des activités qui changent tout le temps, quoi, avec toujours beaucoup d'exigences. Et ça, on trouve qu'on l'apprend petit à petit. Il y a des trucs qu'on apprend sur le tas. Euh, enfin, franchement, il y a plein d'exemples de choses qu'on apprend sur le tas. Mais encore une fois, je pense que oui, ça prend du temps, mais il faut beaucoup s'entourer. Oui, et je pense que l'importance de l'équipe est fondamentale. Avoir la paix entre à la fois la technique et le CEO est fondamental. Je vais en profiter pour rajouter un tout petit point. C'est que derrière le job d'un CEO, il y a beaucoup et on en reparlera peut-être un tout petit peu après, mais il y a beaucoup de méthodes scientifiques. Il y a beaucoup d'hypothèses et moi, je suis persuadé que l'enseignement APC, c'est aussi un enseignement qui forme à la possibilité d'eux. Moi, je l'ai vécu aussi personnellement avec les boîtes qu'on a pu accompagner. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les plus performantes, c'est des profils techniques qui sont à la tête, que ce soit des Akemia, que ce soit des Pascal, que ce soit des Alice et Bob. Les boîtes, Sonio, c'est un petit peu différent, mais les boîtes qu'on voit qui ont le mieux marché à la sortie du programme, finalement, c'est des profils techniques qui sont devenus, qui ont pris le rôle de CEO. Je crois qu'il y avait une question. Oui, c'est là. Moi, du coup, je voulais vous demander si le rôle de CEO générait beaucoup de pression pour vous et comment vous pouvez comparer ça à votre ancien poste en entreprise et même niveau temps et niveau financier aussi. Est-ce que vous sentez que vous êtes moins rémunéré? Ben, après, CEO, cofondateur, normalement, tu te rejoins sur un truc, c'est que quand il y a un boulot à faire et que personne ne veut le faire, bah, c'est toi qui vas le faire. Donc, ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que, en tout cas, au démarrage, ta journée, tu gères un peu les problèmes opérationnels, tu gères tes équipes. Et puis, je ne vais pas te cacher, le soir, tu fais ton boulot, quoi. Donc, la charge de travail, c'est pas du tout la même, mais c'est aussi et je pense que c'est valable pour tous les cofondateurs, quel que soit un peu le type de poste. C'est qu'à un moment, tu as promis des choses, que ce soit à des gens qui t'ont financé, à des clients, que tu étais un peu limite quand tu as promis les choses et que donc, il faut faire Enfin, voilà, il y a du boulot, quoi. Et quand tu es salarié, ça ne te prend pas au trip normalement, comme en tout cas, quand tu es cofondateur, il faut faire le boulot. Sinon, petite boîte, c'est quelque chose de très fragile. Donc, le moindre petit problème peut te couler la boîte. Ton comptable se plante, tu prends un mauvais prélèvement URSSAF, tu es en liquidation et la boîte, elle est fermée du jour au lendemain. Donc, tu payes tes salariés trop tard parce que c'est le week-end et que tu n'as pas envie de faire leur paye, le lundi, ils râlent tous, ou le mardi, ils râlent tous. Et ça ne te met pas une bonne ambiance, ils ne travaillent pas bien, et ils te le pardonnent 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais pas 4, quoi. Et donc, ouais, les payes, quand ça tombe le premier, tu le fais le samedi, tu vois, ou tu t'es organisé avant. Ce qui est sûr, c'est que quand tu es fondateur d'une boîte, à mon sens, la boîte est assez haut dans tes priorités de vie, voire c'est tout en haut, quoi. Au moins au début, le temps de lancer la machine, quoi. Et donc, quand il y a un appel à projet, tu ne l'avais pas prévu, mais c'est dans 2 jours, tu t'y réponds du mieux possible. Et donc, ça demande, ouais, c'est beaucoup de pression. Et puis, tu as la responsabilité quand même des gens qui bossent pour toi. Tu as la responsabilité quand même, si tu as des investisseurs, vis-à-vis d'eux, tu leur es redevable. Tu es redevable à beaucoup de gens, mais en même temps, tu es libre, c'est-à-dire que c'est toi qui prends tes décisions et c'est toi qui fais tes arbitrages et tu assumes les conséquences. Voilà.
Alors, je bossais déjà beaucoup quand j'étais salariée, en fait. Je sais pas, je dirais, en fait, ce qui change beaucoup, parce que quand je réfléchissais à ta question et je me disais, ben, entre les postes que j'ai faits, je pense que quand tu es dans les opérations, que tu es proche des clients, de toute façon, enfin, quand j'ai travaillé pour Schloom sur les chantiers, j'avais une pression de malade. Je me levais la nuit, j'avais la vie des gens plus 1 million d'euros sous ma responsabilité. Quand j'étais après en recherche et développement en France, voilà, je partais à 18h, quoi. Et en fait, c'est pas tant, enfin, en tout cas dans mon expérience, c'était pas tant le fait d'être salarié ou le fait d'être dirigeante, enfin, fondatrice, que d'être face à effectivement des échéances et donc d'être dans les opérations versus être en R&D. Les R&D, c'est plus le temps long, les opérations, c'est toujours le temps court, donc tu as des pics de stress. Après, donc ça, c'est le parallélisme que je ferais, mais après, c'est hyper personnel. Et l'autre point, en revanche, là où c'est très différent, c'est ce que tu disais avec les tripes, c'est la charge mentale. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es salarié, tu n'as pas, ce que tu dis, c'est très vrai, c'est, bah, ok, tu travailles beaucoup, si tu es sur une mission, etc., bah, dans les opérations, tu travailles. Mais après, une fois que ta mission est finie, tu es en vacances, c'est fini. Les vacances, mes premières vacances, depuis que j'avais commencé à réfléchir à la philosophie, les premières vraies vacances, c'était il y a 2 ans. C'est-à-dire, tu vois, enfin, la jeunesse fait 8 ans que j'étais sur le projet. Au bout de 6 ans, vraiment me dire, bon, là, je peux me permettre, j'ai une organisation en dessous de moi qui me permet que ça roule, etc. Voilà. Après, je pense qu'avec le temps, il y a des choses que je ferais différemment. Typiquement, premier job, un assistant. Je retiens ça. Premier job pour les payes. Avant d'avoir un salarié, tu prends un assistant, ne serait-ce qu'à temps partiel, pour te libérer de cette charge mentale au maximum sur les petites choses où tu n'as pas de valeur ajoutée. Donc, il y a des choses aussi que je pense que je ferais différemment, justement pour pouvoir. Ouais, ouais, prends note. Mais en fait, Laurent me l'avait dit, mais je ne l'ai pas écouté. Parce qu'il a fait plusieurs boîtes, il aurait pu témoigner aussi. Mais donc, en fait, enfin, j'ai pas écouté. Je me suis dit, ouais, bah, j'ai pas le temps de chercher un assistant, ça me prendra du temps, blablabla. En fait, non. Ouais, moi, je te rejoins complètement là-dessus et je trouve que même en étant une team de plusieurs cofondateurs, il y a des tâches qui ne permettent pas de créer de valeur en quelque sorte. Et c'est pareil, je pense même pour tous les salariés. Alors là, je divague un peu par rapport à la question, mais la question aussi qu'on essaie de se poser, je pense, c'est comment est-ce que tu mets tout le monde dans les meilleures conditions pour que ces personnes-là apportent le maximum qu'elles puissent apporter à la boîte. Et c'est pareil aussi pour les fondateurs. Et typiquement, ces questions-là de paye, d'administratif, au départ, forcément, tu n'as pas les moyens, donc c'est toi qui le fais, mais ça prend un temps fou. Et je pense que parfois, réfléchir justement à soit externaliser ou avoir quelqu'un à l'intérieur de la boîte qui fait ça, je pense que c'est hyper bien parce que ça libère du temps au fondateur, ça libère du temps de penser stratégique, d'aller voir, d'anticiper, d'aller voir plus loin. Après, moi, personnellement, pour répondre à ta question, je dirais que il y a de la pression, beaucoup de pression parce que tu as des salariés, donc forcément, tu penses surtout aussi à comment tu vas les payer dans 6 mois, comment ça va se passer. Mais derrière, je trouve que quand tu montes une boîte, je trouve ça hyper excitant. Et je dirais que, en tout cas, personnellement, l'excitation, enfin, pour moi, ça crée du bonheur, de la dopamine. Et je trouve que l'excitation prend largement le dessus, en tout cas pour l'instant, euh, sur la pression et le stress. Autre question. Bonsoir, je m'appelle Jenny Serrano, je suis 141. Désolé pour l'accent, je suis double diplôme, donc si vous ne me comprenez pas, vous me dites. Et donc, merci. J'ai une question, je suis en troisième année maintenant, donc vous avez bien marqué l'importance de la formation que vous avez fait en HEC. Donc, et je me posais la question, est-ce que cette formation, il y a un moment qu'il est bien de le faire, ça veut dire prendre quelques années d'expérience et après faire cette formation de commerce, ou est-ce que juste après la formation maintenant en école d'ingé, c'est bien de passer à HC par exemple, ou une autre école, n'importe où. Est-ce que c'est important d'abord d'avoir l'idée et après l'envie d'entrepreneur, ou on peut avoir l'envie d'entrepreneur et après chercher l'idée? Est-ce que Moi, je dirais que c'est mieux d'avoir l'idée. Après, tu as plein de gens qui les font en candidat libre aussi.
avec pas forcément des idées qui peuvent aussi apprendre, découvrir. Après, je pense que c'est plus concret quand même quand tu as ton idée. Enfin, c'est des questions que tu t'es posées déjà depuis 1 an. Donc, c'est peut-être un peu plus simple, quoi. Ouais, moi je rejoins parce que ce qui est marrant, donc moi j'ai fait HEC 2 fois, j'ai fait après PC et j'ai fait Challenge Plus il y a 2 ans, on était avec Alexandre. Et j'ai eu les mêmes profs et les mêmes cours. Ouais. Iselin, je l'avais eu comme prof. Et c'était plus concret, là. Quand même. Alors, j'ai vieilli aussi un peu. Moi, quand je sortais de mes études, je trouvais que c'était bullshit complet. Alors, quelque part, ça donne beaucoup de confiance parce qu'on se dit, en fait, c'est pas, théoriquement, c'est pas très compliqué. Et comparé à tous les cours que j'avais eu à PC, je trouvais ça à la limite du débile, quoi. Mais et je m'étais dit, non, mais ça faut être. Mais, et en fait, en le refaisant, appliquer un cas concret où il faut aller voir des gens et où tu te dis, en fait, j'ai mon projet, ça, moi, j'ai trouvé beaucoup plus de valeur. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais plus vieux ou je sais pas, mais ouais. Je pense qu'il faut avoir son projet pour ce type de formation, sinon ça va être très théorique et ça va te glisser, quoi. Moi, je suis très admirative des étudiants qui lancent leur boîte directement. Franchement, j'aurais été incapable de le faire. Moi, j'avais envie d'avoir un job. Enfin, tu vois, je me sentais pas du tout vraiment une fibre entrepreneuriale toute jeune, hein, pas du tout. Et d'ailleurs, je suis peut-être pas un profil standard qu'on met dans la petite boîte dans l'entrepreneur type. Bon, déjà, je suis une femme, vous avez vu, donc je suis pas dans la case. Mais non, mais enfin, blague à part, le fait de le faire plus tard, enfin, pour moi, c'était même pas, je me suis pas posé la question. Donc, du tout, parce que ça ne me venait pas à l'idée de me lancer dans un job comme ça, du tout. Donc, si bah, toi, tu as envie de le faire maintenant, bah, pourquoi pas. Après, je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui sont plus simples, typiquement pour lever des fonds, tout ça. Enfin, je sais pas comment. Enfin, je pense que le fait d'avoir bah, déjà fait un certain nombre enfin, d'avoir été manager soi-même dans sa vie, ça aide énormément pour être crédible auprès de fonds et dire voilà, je vais être manager. J'ai déjà géré un budget de plusieurs millions d'euros. Ok, bah, je viens chercher 1 million d'euros, mais j'ai déjà fait. Enfin, quelque part, ça aide. Moi, je voulais compléter par. Alors, ça, c'est une croyance qui est très personnelle, mais je crois très, très peu au diplôme d'entrepreneur. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on apprend théoriquement et que ça s'apprend beaucoup, beaucoup par l'expérience et que ça s'apprend beaucoup, beaucoup par le terrain. Alors, l'expérience qu'on fait soi-même, mais l'expérience qu'on vient récupérer aussi des autres. Et donc, je pense que quand on veut se lancer, c'est bien de se former tôt, mais autant se former avec vraiment un projet, c'est comme ça qu'on tire le plus possible. Merci. Merci à vous de nous parler de tout ça. Alors moi, je suis Alexandre, donc je suis thésard au 3e étage du bâtiment. Moi, j'avais une question sur le point de vue international. C'est-à-dire que souvent, on peut se dire que dans d'autres pays, il y a moins cette peur de l'échec et enfin, il y a plus cette envie d'entreprendre. Et donc, du coup, j'avais cette question qui était de savoir, selon vous, quel est le grand avantage d'entreprendre en France et du coup le gros point noir? Et pourquoi vous avez décidé d'entreprendre ici? Alors moi, j'ai décidé d'entreprendre ici parce que j'habite ici. Mais effectivement, j'ai travaillé dans d'autres pays avant, via Schlumberger, et on avait un contexte international. Et je te confirme que, alors moi, c'est plutôt, alors je ne vais pas complètement répondre à ta question parce que je n'ai pas essayé de monter une boîte ailleurs, tout simplement. Je sais que c'est plus simple aux US, tout le monde le dit, ça doit être vrai. Mais c'est tout, c'est juste une rumeur, c'est tout. Ce qui est certain, en tout cas, et qui moi m'a beaucoup changé par rapport à. On revient plutôt à la question est-ce qu'il vaut mieux prendre un job de salarié au début ou est-ce qu'il vaut mieux monter sa boîte? Enfin, parmi les éléments de réflexion, ce que j'aimais beaucoup, moi, chez Schlumberger, c'est son caractère international. Et à contrario, quand je me suis retrouvée chef d'entreprise en France, ben, le côté très français, ça me pesait. Donc, on a essayé de prendre des étudiants qui venaient d'un peu partout. Bah, pareil, on a été accéléré par Google, par Microsoft, par tous ceux qui voulaient de toute façon nous accélérer, on veut toujours. Et c'est de la pub gratuite. Donc il faut être accéléré par tout le monde.
Et donc, et ça m'a fait du bien, justement. Je me suis rendu compte de ça en me disant, ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, de parler anglais un peu de temps en temps, parce que avec mes clients en France, etc. Donc, le côté international, enfin, j'ai pas répondu à ta question, mais je comprends que c'est une composante importante de la vie professionnelle qu'il faut développer à un moment. Alors après, est-ce qu'on le développe quand on monte sa boîte? Parce qu'après, enfin, là, on a quand même étendu notre modèle, par exemple, à l'Allemagne. Après, en étant petite boîte, c'est un peu compliqué, mais avec Equance, ça les intéresse. Enfin, on a certains clients qui sont intéressés par le côté international. Ça peut arriver aussi comme ça. Peut-être ça va t'arriver comme ça à toi. Mais voilà. Côté international. Ouais, la question, elle n'est pas simple parce que pareil, moi, vu que j'ai quasi tout fait en France, en fait, donc c'est dur de répondre. Je trouve que en France, il y a quand même beaucoup d'écosystèmes qui ont été mis en place, rien qu'à l'ESPCI, partout. En tout cas, quand tu es étudiant en thèse et que tu veux monter ta boîte, euh, je ne sais pas à quel point c'est plus facile ou difficile par rapport à d'autres pays, mais en tout cas, maintenant, en France, je pense que tu es quand même bien encadré. On te donne ta chance, si tu veux le faire. Après, je suis d'accord sur le côté international, ça fait du bien aussi de discuter avec d'autres gens. Enfin, nous, par exemple, nos clients, c'est 90% en dehors de la France. Donc, ça, c'est le côté cool. Parce qu'en France, il y a aussi ce côté où, administrativement, euh, c'est beaucoup de procédures, beaucoup de paperasse, je trouve. Euh, Même par rapport aux universités, par rapport aux structures de transfert de technologie. Il y a plein de choses. Mais parce qu'en fait, elles font très bien leur job aussi. Mais c'est qu'on a rajouté tellement de strates. C'est un peu le truc, moi, qui me. Parfois, c'est un peu long. Euh, et je trouve que les temps, et c'est totalement compréhensible, disons que les temps d'agilité dont on a besoin pour une boîte qui est parfois rapide parce que le temps d'arriver sur le marché est tellement important et pas forcément en adéquation avec les temps de négociation administratif, obtention de subventions. Après, là, c'est le tableau, entre guillemets, noir, mais de l'autre côté, le tableau blanc, c'est que tu as plein de subventions qui te permettent de faire ça. Donc, en fait, tu veux bien attendre pour les avoir aussi. Mais forcément, tu aimerais bien les avoir plus vite. Donc, moi, je trouve quand même que c'est un bon pays pour entreprendre. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que sur la partie R&D. Après, sur la partie business, je sais pas, une fois que la boîte prospère et que tu fais du business, tu as un chiffre d'affaires, je sais pas si c'est le meilleur endroit pour continuer son business. Mais ça, je le verrai plus tard. Ouais, pas grand-chose à rajouter. Nous, en T-Création, on a bénéficié, on a eu plus de 600 000 euros. Tu vois, donc, quand même, avant d'avoir créé, quoi. Donc, juste sur une idée et sans client, ça, plus le fait qu'on a bénéficié de l'infrastructure du labo, puisque tout a été, toutes les manips étaient faites au labo. Donc, en tout cas, quand tu veux te lancer, toi, en tant que chercheur, tu te dis, je veux me lancer. C'est pas très risqué, hein. Tu vas prendre une prématuration, tu vas pouvoir te payer en tant que postdoc, voire tu vas avoir une maturation. Il y a des fonds de l'Europe, enfin, il y a plein de financements possibles, même la BPI maintenant. Donc, ouais, en plus. Mais c'est quand même assez confortable pour dérisquer un produit deep tech où tu es très très loin d'être capable de parler à un client. C'est assez confortable. Après, ce qui est sûr, c'est que tu as le confort. C'est que parfois, le confort, c'est pas positif dans le sens où tu vas un peu tourner en rond et tu vas pas aller voir ton client tout de suite et tu vas pas confronter ce que tu as envie de faire à un client qui va te dire ton truc, ça sert à rien, donc arrête tout de suite, quoi. Mais en tout cas, pour cette phase d'amorçage, franchement, on est pas malheureux, hein. Après, pour lever des fonds, après, on est en Europe, donc de toute façon, les marchés de toutes les boîtes, c'est européen. Là, ça se complique parce que tu as des langues différentes, des fonctionnements différents, des systèmes d'accélération différents. Donc, je pense qu'il faudra bien choisir tes marchés. Et de toute façon, si tu marches bien assez vite, tout le monde te dit il faudra aller aux États-Unis parce que c'est là qu'est le gros marché un peu peur. Mais pour démarrer, en France, on n'est pas si mal, hein. On est pas mal, hein. Regarde si tu regardes l'EIC. L'EIC, c'est le bras de l'Europe qui donne des subventions pour les entreprises. ERC, c'est pour les labos. EIC, c'est pour les entreprises. Guillaume, il va me corriger, mais je pense que la France, on est deuxième ou troisième en Europe. On est devant l'Allemagne et de très, très loin.
Les meilleurs, je crois, les Hollandais sont très forts, les Israéliens sont très forts, et après, c'est les Français. Un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'on est quand même un bon écosystème pour faire sortir des startups. Ok, merci. Moi, j'ai une question un peu philosophique qui m'intéresse directement, vu que je suis cofondateur aussi d'une jeune startup qui a moins de 2 ans. Est-ce que vous vous êtes posé un jour pour vous demander jusqu'où il faudrait que vous alliez pour vous dire, ah là, je suis content. Là, j'ai réussi. Question sous-jacente, est-ce que c'est forcément lié à un bel exit ou est-ce que vous voyez au quotidien des objectifs qui vont vous faire, ah, ok, je suis soulagé et je peux prendre 1 semaine et demie de vacances avant de repartir? Alors, moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'avec tes cofondateurs, il faut se poser la question déjà de savoir si on te propose X, est-ce que tu pars ou est-ce que tu pars pas. Donc, tu as forcément une dimension un peu financière dans la question de la satisfaction parce que tu vas voir avec tes cofondateurs que tu n'as pas forcément la même vision sur si on te propose 10, 100 000, est-ce que tu vends ou pas. Donc, ça rentre. Non, et après, moi, dans la volonté, il y a la partie financière. Après, chacun a son histoire de vie et tout. Mais moi, j'ai envie de me dire, de ma carrière professionnelle, j'ai construit un truc, quoi. Pas forcément un très gros truc, mais j'ai construit un truc, quoi. Avec des salariés, on vend un produit que des gens achètent et qui sert à quelque chose, quoi. En- Après, voilà, il y a la partie financière aussi. Moi, je dirais que je suis contente chaque fois que j'ai des clients, et ça me fait toujours plaisir, qui me disent, enfin, qui sont contents. En fait, ok, c'est toi qui avais posé la question. C'est ça qui est mon moteur, en fait, vraiment. Parce que, alors peut-être j'ai été trop formatée, hein, mais je crois vraiment que mon objectif, c'est, alors, d'une part, c'est l'impact, et pour que ce soit de l'impact, c'est des installations. Et là, tu vois, pour te citer, enfin, et ça vient tout le temps, en fait, tu vois. Enfin, ce qui me porte, c'est, ah ben là, et puis on se remet un nouveau défi, tu vois. On crée un nouveau produit. Et là, est-ce qu'ils sont contents? Ah ben oui. Et là, enfin, nous, on a eu des galères de marché, hein. Notre marché historique s'est complètement effondré, donc on est reparti vers des nouveaux marchés. Et avoir des clients qui disent, mais c'est exactement ça, le produit que tu as, toi, imaginé toute seule, enfin voilà, en discutant avec des gens, en réfléchissant à des besoins latents parce que jamais ils t'ont exprimé le truc, et qu'après, tu as un client qui te dise, c'est exactement ça. Enfin, c'est exactement ça dont j'avais besoin. Bah, ça, c'est ça qui te rend content et qui porte, je pense. Donc, j'ai pas de motivation financière en revanche. Enfin, Pour moi, je pense qu'il y a aussi la partie, enfin, vu que c'est relié à ma thèse, donc il y a ce côté petit bébé qui existe, qui a bien grandi depuis 2018. Et en fait, et là, ça relie aussi, enfin, ça se relie quand même pas mal à l'aspect scientifique, le challenge scientifique qui était derrière au départ, c'est de rendre ce truc-là compatible avec le criblage de millions de candidats à médicaments pour des pathologies comme Parkinson, Alzheimer, de me dire qu'en fait, maintenant, avec ce qu'on propose, euh, les industriels peuvent tester 1000 fois plus de candidats médicaments sur ces cibles thérapeutiques et avec une meilleure fiabilité. Et ça, pour moi, ça me fait vraiment kiffer. Et la deuxième chose, c'est que, enfin, par rapport à l'aspect financier, je me pose pas trop la question de l'exit. Alors forcément, les investisseurs soient contents, il faut se la poser. Mais ma vision, c'était de dire, et d'ailleurs, on a quand même envie dans un monde qui est hyper capitalistique. Et mine de rien, on m'a dit souvent, pourquoi tu n'utilises pas ta techno pour en faire une biotech? Pourquoi tu ne fais pas juste toi-même le développement de candidats médicaments? Et moi, ma vision derrière ça, c'était, bah, en fait, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne avec les meilleures clés pour aller développer ces médicaments-là. En revanche, nous, on est spécialiste de cette bribe-là technologique. Et je pense qu'en allant fournir partout cet objet, ce bioréactif dans le monde, ça allait beaucoup plus contribuer à l'aspect scientifique, mais à l'aspect innovation thérapeutique. Et ma vision, c'est ça. Et je pense qu'on peut aussi autant en faire un business qui va être rentable et qui va satisfaire tout le monde. Mais moi, ma vision au départ, c'est vraiment de répondre à des besoins et d'améliorer ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Merci.
Alors, moi, j'avais une petite question pour vous. On dit souvent que l'écosystème, c'est hyper important pour une startup et surtout au début. Je voulais savoir déjà à quel point vous trouviez que c'était vrai. Et la deuxième question, ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui ici, c'est qu'est-ce que vous pourriez attendre d'un écosystème comme celui de l'ESPCI, comme celui des anciens, et en quoi ça peut vous aider maintenant ou comment ça aurait pu vous aider avant? Alors, pour moi, je pense que c'est dur à répondre parce qu'en fait, les stades de développement sont différents, mais je pense que nous, l'écosystème, il aide énormément déjà avec PSEUP, le SPCI, la plateforme technologique, enfin, tous les anciens qui ont pu nous conseiller. Je pense que déjà, à travers cet événement-là, je pense que c'est important de créer une communauté sur laquelle on peut se reposer, c'est-à-dire poser des questions. Il y aura toujours forcément quelqu'un là pour répondre ou pour orienter vers quelqu'un qui aura cette réponse. Je pense que pour moi, c'est la première chose, quoi. Oui, alors je n'ai pas tout raconté, mais j'ai eu d'autres galères. J'ai un associé, mon associé historique, qui est parti en 2021. Et Il est parti, il est mort ou? non, il a fait une limite de burn-out, mais donc il a changé de boulot pour la petite histoire. Il est parti chez un concurrent. Enfin bon, bref, ça a été l'horreur. Et donc, je pense que franchement, là, pour le coup, c'est les alumni qui ont sauvé Joséphine. Autant la naissance, vous n'étiez pas encore là, mais autant à ce moment-là, bah, en fait, il y a une liste qui existait. Alors, je pense qu'elle va être d'autant plus active. Une liste de personnes qui avaient eu des fonctions d'entrepreneurs, enfin, dans une petite boîte. Et dans cette liste, j'ai trouvé mon associé actuel, Jacques Goulpeau. Et c'est génial, ça a changé. Enfin, déjà, d'une part, Joséphine n'est pas morte, mais Joséphine est devenue beaucoup plus forte. Bon, c'est pas, il avait Félix, on lui pardonne, mais deux PC à la tête d'une boîte, ça dépote. Et donc voilà, je pense qu'un truc essentiel, ne serait-ce que connaître les gens qui ont envie d'entreprendre ou qui ont déjà entrepris, enfin, se resserrer ces liens-là, c'est essentiel parce que bah, une boîte, sa vie, puis peut-être qu'on fera d'autres projets, peut-être qu'on en fera ensemble un jour. Moi, un truc qui m'a étonné, c'était dans tes questions, mais un truc qui m'a étonné, c'est qu'à tous les pitchs, tous les incubateurs, tous les accélérateurs, on voit des anciens de l'ESPCI. C'est incroyable. Je pense on se rend pas compte pour la taille de l'école, la contribution à l'écosystème innovation deep tech français, enfin ouais, français. Je pense que on est l'école qui contribue le plus. Une petite anecdote, là, nous, on a intégré Wilco il y a un mois. Wilco, c'est l'accélérateur d'Île-de-France. Il y a 6 boîtes biotech par an qui l'intègrent. On est 6. Donc, nous, on est 3 dont la techno vient même pas de l'ESPCI, mais du CBI. Plus une quatrième qui est, donc c'est l'ENS, mais ils sont quand même à l'IPGG. Donc, en fait, on se connaît tous, quoi. Plus une cinquième où c'est Microfluidic qui a... Enfin, voilà, Wilco, c'est un truc qui est très sélectif, qui est prestigieux. C'est l'accélérateur d'Île-de-France. Il y a 5 boîtes sur 6 quasiment qui viennent de l'ESPCI. Quand on regarde les résultats d'iLab, il y a des PC partout. Moi, je trouve que quelque part, on market assez mal ça et on n'est pas fier au niveau de. On n'est pas vis-à-vis de l'extérieur. En interne, on en parle, mais vis-à-vis de l'extérieur, on ne le met pas assez en avant. Et quand on parle à les BA qui s'y connaissent, des investisseurs qui s'y connaissent, ils sont étonnés et souvent ils disent ah ouais, non, mais le SPCI, c'est marrant, c'est le 3e projet que je vois. En fait, il sort plein de boîtes. Et en fait, on est, je pense, l'école qui sort des boîtes deep tech depuis le plus longtemps, qui du coup a construit un vrai écosystème, un vrai savoir-faire depuis longtemps, pas depuis 5-6 ans. Je pense que PCUp, c'est assez représentatif de ça. C'est que je pense qu'il n'y a pas d'écoles qui ont d'incubateurs en interne qui s'y connaissent autant et qui soient capables d'accompagner aussi loin. Alors, il y a d'autres écoles où ils ont plus de réseaux, plus d'argent. Mais moi, je suis étonné. Les deep tech qui s'y connaissent, ils
naissent dans d'autres écosystèmes, ils prennent l'argent et ils veulent venir ici parce qu'ils savent que c'est ici qu'il y a le savoir-faire et qu'il y aura le bon accompagnement. Et moi, j'étais étonné. À tous les pitch face à un PC1. C'est incroyable, hein. Enfin, je pourrais nommer voilà, Alexandre à Change Plus. C'est vraiment étonnant. Moi, c'était vraiment une surprise. Je ne pensais pas. Et en fait, si. Que ça soit CEO, CTO, des boîtes qui viennent de labos avec un peu à tous les étages, il y a une forme de culture. On a envie de créer des sociétés et on sait le faire, quoi. Merci beaucoup. Pour conclure un peu cette table ronde, qu'est-ce que vous avez envie que les gens qui sont là à distance dans la salle, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de cette heure qu'on a passée ensemble? Entourez-vous et reposez-vous sur l'écosystème. Je dirais bonne chance et à bientôt. Ouais, pareil, l'équipe, c'est essentiel et PC, c'est un bon écosystème à la fois pour trouver son équipe et de l'aide. Ben, merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Merci pour la chaleur et la qualité des échanges. Alors, du coup, pour terminer, l'idée qu'on avait derrière cette soirée, c'était aussi de commencer à avoir quelques compétences autour de l'entrepreneuriat qu'on peut mettre à profit et qu'on peut mettre au service d'une communauté d'entrepreneurs et au service de l'écosystème. Donc, on a commencé à discuter, bien sûr, en petits groupes, mais l'idée, c'est de pouvoir élargir un peu tout ça. Et peut-être qu'on peut se présenter rapidement. Jean-Baptiste, tu veux commencer? Donc, bonjour à tous, Jean-Baptiste Dupin, donc actuellement, vous voyez, directeur scientifique chez Zenon. J'ai créé une startup il y a une dizaine d'années et j'ai contribué pendant plus de 7 ans à la construction d'une autre startup qui actuellement est incubée à l'ESPCI. Quelques mots. Moi, je suis Jean-Christophe, je suis de la 104, comme Jean-Yves. J'ai un profil un petit peu différent de vous tous, dans la mesure où moi, je suis entrepreneur. J'ai été entrepreneur puisque j'ai créé une société en 2004 et dans l'industrie, dans l'aéronautique, que j'ai développée en étant porté par la croissance de l'aéro pendant 15 ans. Donc, j'ai fait la croissance externe. J'ai été amené à racheter 5 autres sociétés. J'ai atteint la taille de ce qu'on appelle une petite ETI, 220 personnes, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Entreprise que j'ai vendue à un fonds en 2019, juste avant le Covid. J'ai accompagné les repreneurs pendant 3 ans. Donc voilà, à votre disposition pour discuter de ce qu'est le métier d'entrepreneur sans forcément être dans la diplomatie. Juste en 2 mots, moi, j'ai participé à la création du programme Deep Tech Founders. Donc, le programme Deep Tech Founders, on est spécialisé dans la transition du laboratoire vers la startup. On a accompagné en 6 ans, on a dû accompagner à peu près 500 projets d'entreprise. Moi, j'ai dû en accompagner environ 200 entre Deep Tech Founders, les lauréats PhD. Voilà, donc j'ai vu passer pas mal de profils. Je connais un petit peu l'écosystème aussi, du coup. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir nous être présents pour répondre à toutes les questions quand on peut, ou essayer d'orienter sur des gens qui ont des vraies réponses quand on ne peut pas répondre, mais donc de mettre à profit des gens comme ça qui peuvent vous aider, et surtout de commencer à construire une communauté ensemble. Le premier acte fondateur, si on peut dire, c'est de se dire qu'on veut se créer un petit groupe WhatsApp pour tous les gens qui sont intéressés ou qui ont un pied dans l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme ça, on va pouvoir interagir. Vous pouvez poser vos questions et qu'on commence à construire quelque chose ensemble pour ceux que ça intéresse. Et ce que je vous propose, c'est de continuer à discuter de ça avec le cocktail.